Je m'appelle Com, je travaille ici et j'ai un job qui m'amène à utiliser pas mal d'outils. Et du coup, on s'est dit ce soir qu'on allait vous présenter quelques outils très simples à prendre en main pour lancer votre startup et pour commencer à tester vos idées très rapidement sans que vous ayez à coder ou à passer 3 ans à développer un produit. Juste une petite question rapidement. Qui ici a envie de lancer une startup? Ok. Vous avez déjà l'idée, vous savez ce que vous allez faire? À peu près. Qui a déjà lancé une startup en fait? Ouais. Ouais, c'est. Alors la question c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait. Alors j'imagine que vous avez tous un milliard de raisons, mais en fait il y a plein de fausses bonnes raisons de ne pas se lancer. Et je vais juste essayer de vous montrer ce soir pourquoi est-ce que vous devriez vous lancer maintenant et pourquoi est-ce que, le seul moyen en fait de se mettre à lancer une startup, ça se prépare pas non plus pendant 10 ans. Il y a un moment où il faut se jeter à l'eau. Une des raisons les plus courantes qu'on entend, c'est je suis trop jeune ou je suis trop inexpérimenté. Faudrait d'abord que j'aille travailler, je sais pas où, pour apprendre. Faudrait d'abord que j'aille faire, je sais pas, 15 ans d'études avant de lancer ma startup. Et en fait, c'est pas une raison valable parce qu'on a déjà dû vous le dire à Nanterre des Terres. Les deux plus grandes forces de l'entrepreneur, c'est l'ignorance et l'incompétence. L'ignorance, parce que si vous savez ce qui vous attend, vous vous lancez jamais vraiment en fait. Vous êtes toujours un peu... c'est pas un acte complètement rationnel, faut être un peu fou pour créer une startup. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication et qui est en plus risqué. Donc c'est quelque chose qui est fait avec le cœur. Et la deuxième, l'incompétence, parce qu'en fait, de ne pas savoir comment faire quelque chose, ça vous permet de remettre en question plein de techniques. Un exemple, Elon Musk, quand il a lancé Tesla, il y a un moment où il a mis le moteur sur les roues arrière, il a mis l'accélérateur à l'avant, sous le pied du conducteur, puis il s'est dit que c'était mieux de relier les deux. Et en fait, il s'est dit comment est-ce que je relie l'accélérateur de la voiture au moteur électrique. Et lui, venant du monde de l'Internet et ayant fait une start-up web, il s'est dit le moyen le plus simple, c'est de mettre de la fibre optique. Il a mis de la fibre optique. Et quand Tesla a lancé sa voiture sur le marché, les autres constructeurs ont bien évidemment démonté la voiture pour essayer de comprendre comment c'était fait, est-ce qu'il y avait des innovations qu'ils pouvaient reprendre. Et les mecs ont vu que c'était relié avec de la fibre optique. Ils se sont dit, mais c'est quand même étrange, quoi. Enfin, on n'y avait jamais pensé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les grands constructeurs, ils sont apparus au début du XXe siècle, et en 1900, la fibre optique, on n'y pensait forcément pas. Et donc en fait, ils ont continué à mettre des fils en cuivre tout du long. Et en fait, Elon Musk, n'ayant jamais fait de voiture dans sa vie, le jour où il a dû en faire une, ça lui a permis d'apporter cette innovation-là. C'est un exemple, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire, mais de ne pas savoir comment est fait le métier par les grands acteurs du secteur dans lequel vous voulez vous lancer, c'est pas un inconvénient, c'est même plutôt un avantage. La raison numéro 2, c'est j'ai pas d'idée, je sais pas ce que je pourrais faire. Et alors, ça vous dit quelque chose? Et alors, évidemment, c'est pas facile d'avoir une idée. Alors, il y a des gens qui en ont beaucoup tout le temps parce qu'ils vivent dans un milieu extrêmement stimulant et ça leur donne plein d'idées. Mais c'est pas forcément quelque chose de facile à avoir. Et c'est sûr que si vous écoutez des rapports de consultants ou ce genre de choses, vous n'allez pas en avoir en fait. McKinsey, ils produisent toujours des beaux rapports, vous savez, à chaque fin d'année. Alors les grandes tendances de 2015, c'est le big data, les objets connectés et le cloud. Putain, super, c'est génial. Mais il ne faut pas oublier que les cabinets de conseil, c'est quand même des types qui avaient prédit, après l'explosion de la bulle Internet, qu'Internet était une mode et que ça passerait. C'est pas là-dedans en fait que vous pouvez puiser vos idées. Les idées, ça vient d'un pain, de quelque chose qui vous fait chier dans la vie, mais à un point incroyable et que vous voulez résoudre. Et en fait, c'est ça qui donne les plus grands entrepreneurs. C'est le moment où vous trouvez un pain point, quelque chose qui vous est vraiment douloureux et que vous le résolvez. Et il y a deux grands types de business en fait. Il y a les business qui vendent des vitamines en disant tous les jours, si tu en prends, tu vas aller mieux. Et il y a les business qui disent, ah, t'as mal, maintenant paie ma solution. Évidemment, ceux-là, ils sont beaucoup plus faciles à exécuter. Et si vous voulez trouver des idées facilement, réfléchissez à ce qui vous fait profondément chier dans la vie et comment vous pourriez le résoudre. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le site de votre banque. Si vous énerve, vous faites une application pour que ce soit mieux. Par exemple, Capitaine Train, ils se sont lancés parce qu'ils trouvaient que Voyage SNCF, c'était vraiment intolérable, en fait.
Et bon, bah, effectivement, ils sont arrivés avec une solution qui est 3 fois plus propre, parce qu'ils y ont mis tout leur cœur, ils avaient quelque chose au fond d'eux qui les drivait pour faire une meilleure solution. La troisième raison assez fréquente qu'on entend, c'est je sais rien faire. Alors, je ne sais pas dans quoi est-ce que vous étudiez tous, mais c'est vrai qu'il y a plein de filières en fait, où on a l'impression, quand on sort après des études ou même pendant les études, qu'on n'apprend pas vraiment à faire les choses concrètement. Et en fait, c'est juste que c'est normal, on vous apprend à travailler dans des grandes organisations déjà assez segmentées, mais vous savez tous faire des trucs. Hugo, la dernière fois, il vous a parlé de content creation. Et ça, c'est quelque chose qu'a priori tout le monde peut faire avec un peu d'entraînement et en s'y mettant régulièrement. Et par exemple, Groupon, ça a commencé comme ça. Ils ont commencé avec un blog. C'était un blog qui recensait les meilleures affaires. Et après, quand il y a eu ce blog qui a pris un peu d'envergure, ils se sont mis à envoyer des coupons automatiques à leurs abonnés. Après, ils ont recruté une team. Et après, ils ont fait un site. Mais ce n'est pas devenu Groupon dès le départ. Et donc, en fait, il faut savoir quel est vraiment le cœur de votre projet et ce que vous voulez faire très concrètement. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer parce qu'on sait rien faire. Vous faites avec ce que vous avez. Vous savez tous faire quelque chose. Il faut avoir confiance en vous, commencer à créer quelque chose. Et je vais vous montrer comment le faire, en plus, très simplement, en testant des petites idées très simples. La quatrième raison, c'est la peur de l'échec. C'est la peur de. Alors c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus français que dans d'autres pays, mais c'est vrai que effectivement, une start-up, ça échoue. Hein. Pour beaucoup, il y en a plein qui échouent. C'est pas grave pour autant. Faut pas avoir peur de ça. Il y a une série géniale qui s'appelle Kaamelott. Alors, je ne sais pas si vous la regardiez, c'était il y a quelques années sur M6. Il y a des fans, cool. Et il y a un personnage génial qui est le roi Lot, qui n'arrête pas de comploter pour renverser le roi Arthur. Et à un moment, il y a un de ses sbires qui lui demande « Vous êtes sûr de votre coup ?» Et il fait « Ouais, quand on veut être sûr de son coup, on plante des navets, on ne pratique pas le push. » Et une start-up, c'est exactement pareil. Si vous voulez être sûr de votre coup et que vous êtes complètement avare au risque, ce n'est pas la meilleure solution pour vos nerfs. Mais faut bien se mettre dans le crâne que ce n'est pas grave d'échouer, ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable. En fait, la plupart des idées échouent, et même dans les grands groupes. L'image que j'ai derrière moi, c'est une image de Danone Essensis. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce grand cas de fail marketing. C'est-à-dire que les mecs chez Danone se sont dit on va vendre un yaourt aux gens et si vous le mangez, votre peau va être meilleure. Enfin, je sais pas, va être plus belle, plus ce que vous voulez. Et évidemment, ça a fait un four monumental. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si chez Danone, où ils embauchent quand même des gens extrêmement compétents, où ils ont un service d'études de marché, où les types ont fait des enquêtes, ils sont allés chercher, ils se sont dit est-ce que ça va marcher, et ils ont vraiment travaillé, et ça ne les a pas empêchés d'échouer. Et même dans les grands groupes, les idées échouent, très souvent, beaucoup plus qu'on ne le pense en fait. Et donc, ce n'est pas un problème l'échec. Le problème, c'est la perte de temps. Le problème, c'est de passer tellement de temps sur une idée qu'au bout d'un moment, on a investi tellement de sa vie qu'on a vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose. Le temps, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas racheter dans votre vie, en fait. C'est le seul truc qui s'écoule lentement, méthodiquement, et il n'y a pas de machine pour faire marche arrière. Et le syndrome de ça, c'est évidemment, alors voilà, je passe un an au fond de ma cave à développer un super produit, je lui mets 1 milliard de fonctions, le truc est génial, Google, machine à café, ce que vous voulez. Je le lance et en fait, il n'y a pas un mec qui utilise ou qui achète mon produit. Et ça arrive très souvent, en fait. Et si vous voulez, c'est un truc dramatique et qu'on a beaucoup en France, c'est qu'on nous apprend souvent à être parfait, à faire la perfection, plutôt qu'à vendre, plutôt qu'à faire. Et donc en fait, on réfléchit pendant très longtemps, on implémente plein de fonctions, sans tester s'il y a vraiment des gens que ça intéresse. Et la chose fondamentale d'une start-up, c'est la vente. Et donc en fait, il y a une manière très simple de résoudre ça, c'est de vendre avant d'avoir fait quelque chose. Et il y a une anecdote qui tourne un peu dans le monde entrepreneurial. C'est un ingénieur français qui vient voir un type et qui lui dit « Voilà, alors moi j'ai codé un protocole qui se base sur le TCP et qui permet d'envoyer des paquets entre 2 ordinateurs. Pour s'échanger la data, on a besoin de browser et voilà, je pense que je peux le vendre pour à peu près $30 par mois. » Ouais, super, écoute, bravo, puis salut.
Le même entrepreneur américain va vous dire, wow, j'ai fait un truc génial, ça s'appelle Internet, vous connectez deux ordinateurs, vous pouvez vous envoyer des photos, des mails, vous pouvez faire des vidéoconférences et je te le vends 49 $ par mois tranquille. Putain, ouais, je l'achète tout de suite. Ouais, mais alors en revanche, je ne l'ai pas encore fait, donc il faut juste que tu me l'achètes, puis t'inquiète, je le code et tu l'auras. Et en fait, c'est juste deux mentalités très différentes. Mais faut bien comprendre qu'une startup, vous n'avez pas besoin d'avoir un produit, vous avez besoin de vendre. Et en fait, en vendant, vous validez une hypothèse qui est que les gens sont intéressés par ce que vous faites. Et si les gens sont intéressés par ce que vous faites, alors ça vaut le coup d'investir du temps, de l'argent dans votre produit. Et alors, il y a un exemple très simple. C'est une vidéo qu'a fait Drew Houston, le fondateur de Dropbox. Il sortait du MIT, donc en fait, il savait évidemment faire pas mal de choses. Et le problème, en fait, c'est que quand vous développez Dropbox, ça peut pas foirer Dropbox. Si les gens mettent leurs fichiers sur votre serveur, si vous avez un échec, c'est quand même très embêtant. Donc il a fait cette vidéo où il a filmé l'écran de son ordinateur. Donc voilà, on le voit. Alors on a l'impression que les dossiers se synchronisent, mais en fait tout est fake. Il a filmé des dossiers, puis alors après il a coupé, il les a créés à la main derrière, puis il a montré que ça se synchronisait sur les deux écrans, puis il a coupé les moments où, comme un connard, il galérait à créer ses petits dossiers, quoi. Mais en fait, il a fait une vidéo comme ça qui a l'air super cool, où il explique, alors voilà, Dropbox c'est génial, tout est synchronisé en permanence, vous voyez, ça marche super bien, c'est tranquille. Alors qu'il n'avait pas de produit derrière, c'est juste un fake ce que vous voyez là. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que pour développer Dropbox, il avait besoin d'à peu près 5 millions de dollars pour réunir les meilleurs ingénieurs, pour réunir des serveurs fiables. Enfin, il y a tout un tas de problématiques de sécurité. Et évidemment, si vous allez voir un investisseur et que vous lui dites, alors voilà, j'ai besoin de 5 millions de dollars, le mec va vous faire, bien sûr, et puis il va pas vous les donner. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait cette vidéo, il l'a mis sur un site qui s'appelle Hacker News, qui est un site de geek, mais très sympa. Et donc, en fait, en la mettant sur ce site assez connu dans le milieu informatique, sa vidéo a tourné, les gens se la sont passés, etc. En fait, il avait juste mis cette vidéo en dessous un petit champ. Si vous voulez un accès exclusif, entrez votre adresse email. Et en 48 heures, il a eu quelque chose, je crois, comme presque 100 000 inscrits. Donc un truc énorme. Mais en 48 heures, avec juste un petit film qu'il avait complètement manipulé, enfin qui n'est absolument pas vrai, il a validé son idée qui est que Dropbox, de synchroniser des fichiers entre deux ordinateurs, ça intéresse des gens. Alors à partir du moment où il a validé cette idée-là, il sait qu'il peut se lancer. Et donc après, il a fait son produit, il a embauché des types, et aujourd'hui Dropbox, c'est une boîte qui vaut plusieurs centaines de millions de dollars. Mais ça a commencé avec un truc très très simple. Et donc, ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est comment faire une startup en 48 heures en gros. Comment est-ce que vous avez une idée et très simplement vous pouvez assembler quelque chose pour la tester. Alors je vais juste voir deux grands cas en fait. Le premier, ça va être vous vendez un produit gratuit, donc par exemple Facebook c'est un produit gratuit, donc vous n'avez pas vraiment besoin de système de paiement ou de ce genre de choses, vous avez besoin de récolter des adresses email pour tester l'intérêt. Et le deuxième cas, c'est évidemment dans le cas où vous avez directement un objet à vendre. Et à ce moment-là, il faut faire un site de e-commerce et je vais vous montrer comment c'est faisable vraiment super rapidement. Cas numéro 1, comment est-ce que j'obtiens le maximum d'emails? Comment est-ce que j'obtiens des utilisateurs? Comment est-ce que je valide l'intérêt du marché? Il y a un site génial qui s'appelle Strikingly. Strikingly, c'est un site extrêmement simple en fait, hyper visuel, où sans rien coder, vous pouvez faire une page, mettre des images, mettre vos textes, etc. J'ai une vidéo d'ailleurs, voilà. Et donc en fait, vous voyez, vous choisissez une template, voilà, hop, super. Start Editing, et après, vous pouvez directement remplir votre page. Donc vous pouvez changer le texte, vous voyez que ça vient directement pré-rempli. Vous pouvez bien sûr tout réorganiser, vous pouvez ajouter des sections, vous pouvez faire plein de choses. Et en gros, il vous faut juste des visuels et du texte, ce qui a priori est à la portée de n'importe qui. Les visuels, si vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver sur Internet, je vous montrerai ça dans 5 minutes. Mais en gros, voilà, quoi, il faut juste votre cerveau et un peu de temps, quoi. Et vous assemblez une page très vite, comme ça. Et à The Family, à chaque fois qu'on veut lancer un nouvel événement ou qu'on veut tester une nouvelle idée, on fait une page et très vite, on teste la demande. C'est comme ça qu'un jour, on a dit qu'on avait un château et que les entrepreneurs qui étaient intéressés pouvaient y séjourner pour 1 000 € par mois. On a lancé le site. Et là, il y a plein de mecs qui nous ont écrit « Ouais, je vais aller dans votre château, c'est quoi les modalités ?» Donc on s'est dit qu'on allait l'acheter, quoi. Mais on n'a jamais eu de château avant de faire ça. C'était un test, parce qu'acheter un château, ça coûte 1 million d'euros, c'est compliqué, c'est un investissement.
Et voilà. Et bon, la petite histoire, c'est qu'on ne l'a toujours pas trouvé en fait, ce château, parce que c'est pas si facile que ça à trouver en fait. Mais c'est pas grave, parce que les gens qui se sont intéressés, on les a dans un fichier. Et en plus, il y en a qui nous recontactent parfois en nous demandant alors c'en est où votre projet, etc. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là plutôt qu'on achète un château à 1 million d'euros et qu'après on ne sache pas comment le vendre. Donc Strikingly, ça vous permet de faire ça. Donc vous voyez, en plus, truc génial, ça marche sur iPad, ça marche sur iPhone. Tout est vraiment en fait préfabriqué pour que vous n'ayez pas à vous poser des questions très techniques de ouais, mais alors mon site, à quoi il va ressembler sur mobile, à quoi il va ressembler sur iPad, ça marche pas avec ceci, ça marche pas avec ça. C'est vraiment, enfin, tout est vraiment simplifié. Vous pouvez quasiment prendre la page et juste changer le texte et les images. L'autre avantage de Strikingly, c'est que ça s'intègre avec plein d'autres services en fait, dont un très important, c'est Mailchimp. Mailchimp, ça sert à gérer vos emails. C'est des listes d'emails. Et alors, en fait, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez faire une page Strikingly, la connecter à Mailchimp, et donc du coup, les gens ont un formulaire. Vous êtes intéressé, entrez votre adresse email et un bouton. Ils entrent leur adresse email, et vous, ça vous les ajoute automatiquement à une liste d'emails dans Mailchimp. Donc vous pouvez même collecter leur nom et leur prénom, mais l'email, ça suffit en général. Et donc, ça vous les ajoute à une liste d'emails Mailchimp. Et une fois que vous avez, je ne sais pas, 100 000 emails en 48 heures, vous saurez que votre idée vaut quelque chose. Et vous saurez qu'à ce moment-là, vous pourrez les recontacter et leur dire merci beaucoup pour votre inscription, on est toujours en train de travailler sur notre produit, mais on a bien noté votre intérêt. Et dès qu'il sort, on vous en fait part. Et vous êtes même sur une liste d'attente. Votre numéro, et là vous inventez un numéro où vous mettez rien, enfin, vous dites juste que vous êtes sur une liste d'attente. Et pour faire remonter vos chances d'avoir le produit en premier, partagez-le à tous vos amis. C'est une vieille technique bien classique, mais vous donnez un numéro à quelqu'un en disant voilà, t'es 4 millième sur la liste d'attente, putain, pas sympa. Mais en revanche, si tu le partages à tous tes potes, on peut peut-être te faire passer avant. C'est très efficace en termes de viralité. Donc il y a plein de petites techniques comme ça. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'un vrai système. Vous vous en foutez que derrière les types ils se sont inscrits quand. Rien à faire. Vous pouvez tout envoyer en même temps. Ils ne le sauront jamais. Le but, c'est d'essayer de générer de la viralité et de créer une tension, en fait, de créer un désir. Rapidement, dans Mailchimp, il y a juste 3 étapes que vous devez retenir. La première, quand vous avez créé votre compte, c'est de créer une liste. Donc vous l'appelez par exemple lancement. La deuxième, c'est de personnaliser les formulaires de bienvenue. Parce qu'en fait, sur Mailchimp, quand vous vous inscrivez, les gens reçoivent un email en disant veuillez confirmer la souscription à cette liste. Le type clique sur OK et après il reçoit un dernier email bienvenue sur cette liste. Voilà. Et c'est à peu près tout. Par défaut, c'est plutôt bien foutu. Mais vous, dans votre cas, vous voulez les customiser vraiment en disant veuillez confirmer votre intérêt pour mon super produit génial. Là, le type clique sur le bouton et quand il reçoit le mail, il faut qu'il reçoive un petit mail en disant voilà, merci pour votre intérêt. Pour l'instant, on est toujours en bêta. Est-ce que je vous expliquais on est toujours en bêta. L'accès est fermé. Vous êtes sur la liste. Si vous voulez remonter sur cette liste, partagez-le à tous vos amis. Et une fois que c'est fait, vous connectez Mailchimp à Strikingly et c'est bon. Vous avez votre site. Pour décorer un peu et les mails et le Strikingly, etc., vous allez vouloir des visuels. Alors, solution A, vous savez en faire, vous savez en produire, soit en 3D, soit vous êtes très bon en photo, je ne sais pas. Et à ce moment-là, tant mieux pour vous. Pour les autres, il va vous falloir des visuels, et pour ça, il y a un truc génial, c'est Google. Parce qu'il y a plein de visuels sur Internet, et plein de visuels qui sont en plus libres de droit. Première source de visuels, The Noun Project. C'est pour trouver des icônes, en fait, pour trouver des symboles. Et c'est très utile si vous faites un Strikingly, par exemple. Souvent, vous savez, vous avez 3 cases, genre People, Connect et je sais pas quoi. Enfin, vous pouvez trouver des illustrations pour ça, en fait, très graphiques. Flickr et 500 pixels, c'est des sites de photographie. Donc, si vous tapez un mot-clé, vous pourrez trouver plein de visuels en rapport avec ce mot-clé. Et en général, c'est des vrais sites de photographes, donc il y a des photos de bonne qualité qui ont un vrai swag et qui ne se sentent pas genre Photolia, vous voyez, avec les 2 mecs un peu cheesy qui sourient. Un truc un peu sympa, quoi. La dernière chose que vous pouvez utiliser, c'est bien sûr si vous avez déjà votre application, ou votre produit, ou si vous l'avez faké comme je vous ai montré avec Dropbox, vous pouvez utiliser des screenshots, bien entendu. Vous pouvez très facilement faire un fake de votre produit, le dessiner sur je ne sais pas ce que vous voulez, ou même sur l'ordinateur, vous voyez, assembler un faux produit, puis le prendre en photo. Donc ça, vous pouvez bien sûr utiliser. Et utiliser aussi les films. Il y a une manière très simple, par exemple, de faire une jolie bande-annonce.
Si vous n'avez pas d'image de votre produit parce que vous ne l'avez pas fait, je ne sais pas, prenez des extraits de films un peu stylés, vous mettez une voix off dessus ou une musique, et ça vous fait une bonne annonce. La toute première bande-annonce de The Family, je ne sais plus quel film c'était, je ne sais pas si tu te souviens, Joris. Enfin, c'était un assemblage de dessins animés avec voilà, The Family, The New Exclusive Club for Entrepreneurs, etc. Et en fait, comment Mr. Fox, c'est ça. Et en fait, c'était juste des extraits de films parce que The Family n'avait pas encore quelque chose à montrer. Aujourd'hui, on veut faire la bande-annonce de The Family, on monte les conférences, on monte l'espace, on monte les startups, etc. Mais là, je veux dire, The Family, quand ça s'est lancé, il n'y avait rien. Il y avait pas de... Donc en fait, on a pris des morceaux de films, puis on les a remontés, et on a mis une jolie musique derrière et une narration. Et ça marchait très bien, et tout le monde comprenait ce que c'était, et tout le monde comprenait ce qu'on vendait. Pour vous montrer un cas classique, alors, ce dont je vous parle là, c'est ce qu'on pourrait appeler un MVP. Alors, si vous allez sur Google et que vous tapez Minimum Viable Product, vous trouverez plein d'exemples de MVP. C'est en gros, j'ai une idée, quelle est la feature, le truc que je dois montrer aux gens pour qu'ils achètent mon idée. Et c'est de ne faire que ça. Un MVP, il faut bien retenir le mot viable, ce n'est pas un produit mal fini. C'est un produit parfait, mais qui n'a pas toutes les features que vous envisagez, qui n'a pas toutes les fonctionnalités que vous envisagez de développer plus tard. Donc il fait juste un truc et il le fait très bien. Mais du coup, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de galérer pendant 50 ans à faire votre produit, vous pouvez le faire rapidement. Par exemple, le MVP d'une voiture, ce n'est pas une voiture en bois, c'est un skateboard. C'est vraiment le truc, voilà, ça roule très bien. Et après, vous ajoutez un moteur si ça vous amuse. Mais dans un premier temps, ça roule. Le screenshot que je vous ai mis, c'est une startup de The Family qui s'appelle Ever Photoshoot. Alors, c'est un type qui a fait ça tout seul au départ. C'est un striking ce que vous voyez. Donc vous voyez, il s'est customisé son texte, etc. Donc lui, il vend des séances photos. Son formulaire est relié à MailChimp. Et en fait, toute sa startup, il n'a pas codé une seule ligne de code. Et pourtant, ça marche très bien. Comment il a fait? Il a fait un Strikingly, il a mis, voilà, si vous voulez réserver votre séance photo, entrez votre email ici, le type entre son email, et quand il entre son email, il confirme sa souscription à la liste, et après il reçoit un email, merci d'avoir confirmé, voici un lien pour réserver votre première séance photo. Et ce lien, c'est un Doodle. Donc il réserve son lien sur Doodle, donc là le type voit qu'il veut une séance photo, je ne sais pas, samedi à 15h, cool. Ce Doodle, il l'a partagé automatiquement à ses photographes. Donc les photographes sont notifiés dès que quelqu'un met à jour le doodle. Ils savent qu'ils doivent se rendre sur place, ils se rendent sur place. Le type prend les photos, on a l'adresse email du mec. Donc quand le photographe prend les photos, après il les upload sur son ordinateur et il envoie ça à l'email. Et après, le type a juste à payer les photos qu'il veut. Il a pris un logiciel de galerie, je ne sais plus lequel, mais enfin, il y en a plein sur Internet. En fait, il n'a rien développé, il a juste assemblé des logiciels qui existent déjà. Mais l'avantage de faire ça, c'est qu'il a pu tester qu'il y avait une demande. Donc aujourd'hui, il sait que les gens ont envie de se faire prendre en photo. Et d'ailleurs, si vous voulez, le MVP du MVP, vraiment le truc le plus extrême, c'est qu'il a testé ça d'une manière encore plus simple. Il est allé au Troca en juillet, un samedi, avec un grand panneau en carton, « Free photoshoot, pay for what you want ». Et donc en gros, c'était plutôt destiné aux touristes. Hein. Et donc en fait, il prenait les gens en photo gratuitement, il prenait leur adresse email, il leur envoyait, et les gens payaient 1 € par photo qu'ils voulaient garder. Et il leur envoyait en bonne qualité. C'était aussi simple que ça. Il n'y avait même pas de site web. Je veux dire, le type est allé tester ça. Il y a une autre startup qu'on avait qui s'appelle Switch. Alors depuis, ils ont changé de business et voilà. Mais en gros, ils voulaient aider les gens à trouver des spots de parking, enfin des places de parking dans la rue. Et donc en gros, quand tu prenais une place avec eux, tu payais 5 $ et quand tu la rendais, tu en payais 4. Ce qui faisait qu'en fait, on t'en rendait 4. Et donc en fait, on savait en permanence où étaient les places de parking et ils pouvaient gérer ça en flux. Ils ne sont pas allés développer une application. Ils sont allés dans la rue avec des grands panneaux, parking spot, 5 $. Ils étaient à San Francisco, donc il y avait 4 gogoles dans la rue avec des panneaux en carton. Voilà, place de parking pour 5 $. Puis bon, ils ont vu que les types achetaient à 5 $, donc ils se sont dit, il doit y avoir un marché. Donc après, ils ont fait une application. Mais ils ont testé la demande d'abord, et ça, c'est ce que vous devez retenir. Et donc en fait, l'existence de la startup, elle a commencé au moment où eux, ils ont fait ça, le moment où eux, ils ont testé leur demande. Donc ce que vous pouvez faire avec ces outils, c'est vraiment tester une demande très simplement et très rapidement.
Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer. Ça vous prend 48 heures, même pas. Vous pouvez le faire plus rapidement que ça. Vous pouvez le faire en un week-end. Donc, vous avez tous des week-ends, même si vous êtes étudiant, même si vous avez beaucoup de boulot, même si vous avez des partiels, vous avez tous des week-ends. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas lancer sa start-up. Alors, le cas peut-être un petit peu plus touchy, c'est si vous voulez vendre des objets en ligne. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous savent faire des choses ou savent produire des objets physiques. À The Family, on a deux entrepreneuses qui ont lancé des bijoux en 3D, imprimés en 3D. Leur cœur de métier, c'est de vendre des bijoux en 3D. C'est pas d'aller faire des sites web ou ce genre de choses. Et donc, en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont utilisé un site, elles ont listé les bijoux qu'elles vendaient, et puis elles les ont fait. Mais le site est quelque chose d'assez extérieur à tout ça, et ça leur a pris pas très longtemps à faire, en fait, parce que l'outil dont je vais vous parler, Squarespace, c'est un peu comme Strikingly. Vous choisissez une template, c'est pré-rempli. Alors là, par exemple, c'est une template pour vendre des choses, donc vous voyez qu'il y a les prix dessus. Et donc en fait, c'est très simple à mettre en place, ça vous prend à peu près 3-4 minutes. Après, bon, faut mettre les photos, faut mettre vos titres, faut mettre etc. Mais l'avantage de Squarespace, c'est qu'il vous permet de vendre en ligne. Et pour vendre, c'est plugué avec un truc qui s'appelle Stripe. Stripe, c'est un processeur de paiement. Vous savez, c'est les machins que vous voyez quand vous payez sur Internet, entrez votre carte bancaire, votre numéro de carte bancaire, votre code de vérification, etc. Si vous allez voir une banque, ils vont vous facturer ça 3 000 €, ils vont prendre 25% de com. Mauvaise stratégie. Stripe, c'est gratuit, et ils vous prennent 3% de com. C'est énorme, 3% de com dans le monde du commerce. Mais vous vous en foutez, parce que ce que vous cherchez, ce n'est pas à avoir le plus de marge. Vous cherchez à valider votre hypothèse. Est-ce que mon produit intéresse quelqu'un ? Donc à partir du moment où ils prennent 3%, si votre produit intéresse personne, ils prennent 3% de rien du tout. Et si votre produit intéresse quelqu'un, ils prennent 3% des gens qui sont intéressés, et puis rien ne vous empêche d'aller voir une banque après pour négocier un meilleur deal. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir quelque chose de suffisamment souple où vous n'ayez pas à investir beaucoup de temps et d'argent d'abord. En plus, on a en France un truc génial qui s'appelle l'auto-entreprise. Pareil, l'auto-entreprise à ouvrir, je pense que ça prend à peu près 48 heures. Vous remplissez un formulaire en ligne et selon si les mecs de l'URSSAF sont réactifs ou pas, ils vous renvoient un formulaire entre 24 et 72 heures. Allez. Donc en fait, c'est très rapide à mettre en place une auto-entreprise. Donc ça veut dire que vous pouvez même vendre légalement, quoi. C'est un truc génial. Et le dernier outil, c'est Octobat. C'est une société de The Family qui vous permet d'émettre des factures avec Stripe. Donc, vous vous connectez avec Stripe et eux, automatiquement, ils envoient les factures à vos clients. Donc, vous n'avez rien à gérer. Vous n'avez pas de comptable à avoir puisque les factures sont envoyées par Octobat. L'auto-entreprise, c'est un statut légal qui vous permet de vendre, qui est ouvert en 48 heures. Stripe gère le paiement et vous faites votre site sur Squarespace. Ce n'est pas la peine d'aller voir 50 000 mecs. Et je ne dis pas que c'est une solution durable parce qu'à terme, si vous faites beaucoup de chiffres, l'auto-entreprise, c'est plus viable. À terme, si vous faites beaucoup de chiffres, Stripe, ça vous prendra trop de frais. Et à terme, si vous faites beaucoup de chiffres, vous aurez quand même besoin d'un comptable pour tout le reste. Mais pour l'idée de base, pour tester votre idée, c'est hyper rapide à mettre en place et ça marche extrêmement bien. Donc, il n'y a pas de frein à avoir là-dessus. Maintenant, je voudrais juste vous présenter quelques petites techniques pour se faire connaître. Parce que c'est sympa d'avoir fait son site web, mais les gens ne vont pas aller dessus si vous le mettez simplement en ligne, en fait. Il faut faire beaucoup plus que ça. La manière numéro 1 de faire connaître votre projet, c'est votre entourage, c'est vos potes Facebook. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à être hyper violent là-dessus. Il ne faut pas hésiter à inviter tous vos potes à un event de lancement. Il ne faut pas hésiter à inviter tous vos potes à liker votre page, à vous suivre sur Twitter, à faire ce que vous voulez. Mais il faut vraiment y aller en mode hyper pushy. Parce qu'en fait, vos amis, ils sont par définition plus sensibles à ce que vous faites que le mec normal dans la rue. C'est-à-dire que le type qui ne vous connaît pas, il n'en a rien à foutre. Mais vraiment. Même si, à moins que vous résolviez un problème immédiat pour lui, au début, vous êtes... c'est un peu bizarre, quoi. On ne comprend pas trop ce que vous faites, vous êtes une petite boîte, on ne sait pas trop qui vous êtes. Vos potes, eux, ils vous connaissent. Et en plus, si vous avez des bons potes, en général, ils vont partager. Donc c'est vraiment le premier cercle à activer. Et vous imaginez pas ce que vous pouvez faire comme astuce sur Facebook. Je veux dire, Hugo, tout à l'heure, il a publié sur le mur d'un des partenaires de The Family, il a eu 103 likes sur son mur, sur le mur d'un autre pote. Je veux dire, c'est le genre de truc qui arrive jamais, quoi.
parce que c'est juste un échange de wall post qui passe d'habitude complètement inaperçu. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait une jolie phrase, il a mis un petit cœur à la fin, il a tagué des gens dedans, enfin voilà, il y est allé. Il ne faut pas hésiter en fait, ça marche super bien. Donc vraiment, activez votre réseau proche quand vous vous lancez. C'est vos premiers soutiens et c'est ceux qui vont le plus vous aider en fait. La deuxième chose, c'est la content creation. Je ne vais pas revenir dessus, Hugo l'a largement évoqué, mais évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez tous faire. Vous pouvez tous faire un blog, vous pouvez tous diffuser des choses. Et ce blog, je vais vous montrer comment le relayer, mais ça peut driver des gens vers chez vous. Hugo a dû vous parler de Buffer, je pense. C'est une boîte qui n'arrête pas de bloguer sur ce qu'ils font, et du coup, il y a moitié de leurs clients qui les ont connus parce qu'ils cherchaient quelque chose qui n'était pas du tout relié à leur cœur de métier. Si vous faites une boîte techno, ou en tout cas un caractère un peu informatique, il y a un site génial qui s'appelle Product Hunt, où en gros les startups postent leurs produits. Alors chaque jour, en gros, ça envoie un email à toute leur communauté sur les meilleures startups de ce jour-là. Pareil, il ne faut pas hésiter, vous postez votre idée, donc vous voyez, vous avez votre striking lead, vous c'est relié à votre MailChimp, vous avez vérifié que tout marche. Je ne sais pas, le super problème que je résous, bim, je le poste sur Product Hunt et je vois les gens qui s'inscrivent ou pas. Hacker News, c'est un peu pareil que Product Hunt, sauf que ce n'est pas dédié que aux startups, enfin pas que aux produits, il y a des articles généraux dessus. Mais pareil, c'est une communauté facilement activable si vous êtes dans une startup reliée à la tech ou que vous résolvez un problème relié à la tech. Et Reddit, alors Reddit, je ne sais pas qui connaît Reddit ici. Ouais, pas grand monde quand même. Les deux autres, je me doute que vous ne les connaissez pas, et si vous faites une startup techno, allez les voir parce que c'est là que ça se passe. Reddit, c'est plus général, on y parle de tout et de rien. Et en fait, le principe, c'est que vous postez un lien et les gens votent pour ce lien ou pas. Et les liens qui sont le plus votés remontent sur la front page, en fait, sur la home page. Et donc, si vous faites un truc vraiment génial, c'est un bon moyen de mesurer l'enthousiasme des gens parce qu'ils vont voter pour votre lien, ça va le faire remonter. Donc, non seulement vous allez avoir des gens qui vont venir sur votre site, mais rien que le fait de mettre son lien en haut, ça teste assez bien l'intérêt des gens. Allez, inscrivez-vous vraiment sur Reddit, c'est un bon moyen de diffuser votre content creation. Les influenceurs, si vous lancez une startup, un bon truc à activer, c'est de trouver l'influenceur de votre communauté. Alors, c'est un peu difficile et c'est très particulier pour chaque startup, mais si vous vous lancez dans la mode, je sais pas, vous lancez une marque de vêtements, vous allez trouver le blogueur qui correspond un peu à votre style. Et vous allez lui dire, voilà, je propose 10% ou 15% de réduction pour ta communauté, en échange de quoi tu fais un article. Donc lui, il va être très content d'avoir quelque chose à donner à sa communauté, et vous allez être très content d'avoir des gens qui vont venir sur votre site, même à moins 15%, ce n'est pas non plus un drame absolu. Ces influenceurs, vous pouvez les trouver pas seulement sur des blogs connus. Il y a un truc génial, c'est les groupes Facebook. Allez regarder les groupes Facebook qui parlent de votre sujet, contactez l'admin, c'est public, il suffit d'aller voir dans membres, admin, contactez l'administration de ce groupe Facebook et proposez-leur des deals, proposez-leur des réductions sur ce que vous faites. Si vous n'avez rien à vendre immédiatement, informez-les quand même et dites-leur c'est gratuit. Ça peut les intéresser, vous pouvez faire des partenariats et ça vous permettra en fait de vous faire connaître au sein de cette communauté. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel que vous pouvez activer très facilement. Dernière recette, alors celle-là elle est un peu plus touchy et c'est le sujet de tout un tas de meet-up ici à The Family. Vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube qui s'appelle le Growth Hacking. L'idée du Growth Hacking en fait c'est d'utiliser des hacks, donc une sorte de piratage, pour lancer une machine marketing et pour en fait pouvoir diffuser le plus largement votre produit. Il y en a un tout simple que vous pouvez faire et vraiment qui est accessible à n'importe qui sans coder, sans entrer dans des problématiques très, très compliquées. Je vous l'ai mis dans le Google Doc, c'est ce qu'on voit derrière. Ça s'appelle IFTTT. Alors, IFTTT, ça vous permet de faire des actions sur Internet automatiquement. Là, en l'occurrence, cette action-là, je vous ai linké ça dans le Google Doc, donc vous avez juste à cliquer dessus, à vous inscrire, à l'activer pour votre compte Twitter. Ça vous permet en fait de choisir un mot-clé. Donc je ne sais pas, par exemple, si je reprends mon exemple du vêtement, je vais prendre le mot-clé fashion. Donc le hashtag fashion. Et sur ce hashtag, tous les gens qui tweetent avec ce hashtag dedans, de les prendre et de les ajouter à une liste. L'avantage de les ajouter à une liste sur Twitter, c'est qu'eux, ils reçoivent une petite notification
avec machin vous a ajouté à sa liste. Du coup, ils vont voir votre profil, ils vont se dire tiens, c'est intéressant, ils vont aller sur votre site, ils vont vous suivre, ça va créer de l'engagement. En fait, c'est un bon moyen de recruter des followers facilement. Et en plus, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas du tout de... C'est vraiment très simple à mettre en place. Et pour le mettre en place, le seul truc que vous avez à faire, c'est vous inscrire sur IFTTT, cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le Google Doc et cliquer sur Activate. Donc, c'est vraiment super simple. Et après, il faut juste que vous choisissiez le bon mot-clé, bien sûr, pour votre business. Je vais pas m'étendre sur le growth hacking parce que ce n'est pas le sujet de ce soir et c'est une discipline très, très complexe et sur laquelle on peut passer beaucoup de temps. Mais regardez les ressources sur Internet, il y en a plein et vous pouvez facilement diffuser votre produit comme ça. Ce que vous devez retenir, c'est qu'une startup, fondamentalement, c'est de la croissance. La caractéristique d'une startup, c'est la croissance. C'est ce qui la définit. Et il y a une métrique très simple que vous pouvez mettre en place. C'est une croissance de 7% par semaine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque semaine, je m'oblige à vendre ou à avoir un nombre d'inscrits, si vous ne vendez pas de produit directement, qui soit 7% supérieur à la semaine précédente. Donc, par exemple, j'en vends 100 la semaine 1. 100, c'est facile, hein, c'est vos amis, vos parents, vos sœurs, frères, oncles, tantes, ce que vous voulez. Enfin bref, tous les mecs que vous irez faire chier avec votre produit. Mais 100, c'est facile. C'est-à-dire que la semaine suivante, je me force à en avoir 107. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça crée une jolie courbe exponentielle comme ça. Et donc en fait, l'avantage, c'est que vous allez avoir de plus en plus d'utilisateurs de plus en plus vite. Alors pourquoi 7%? En fait, ça pourrait être 8, ça pourrait être 6, ça pourrait être 10, ça pourrait être ce que vous voulez. Mais 7, c'est un bon chiffre parce qu'il est atteignable. Et ça vous force en fait à avoir de la croissance. Si vous vous forcez à faire ça, vous allez avoir de la croissance. Et c'est vraiment comme ça que vous devez procéder. Vous devez vous mettre des objectifs atteignables, mais si vous voyez que ça flanche à un moment, vous allez chercher les gens à la main. Et donc en fait, vous pouvez vraiment lancez-vous maintenant. Il n'y a pas de raison d'attendre. Et si vous avez une idée, elle vaut le coup d'être testée rapidement. Avec ces outils-là, vous pouvez vraiment la tester très rapidement. Donc allez-y. Et pour vous forcer à le faire, le 2 mars, c'est le dernier cours de Nanterre d'ATR qu'on fait. Et alors, ce qu'on vous propose, c'est que vous faites un projet, donc soit en groupe, soit tout seul, selon vos aspirations, vos affinités. Et les 5 meilleurs projets pitch. Donc, envoyez-nous vos projets, on va vous donner une adresse mail après, avant le 23 février. Vous nous envoyez alors un Strikingly, un Squarespace, ce que vous voulez. Ça peut être un article de blog, ça peut être ce que vous voulez. Vous le diffusez au maximum, vous pourrez avoir des chiffres à donner. Et les 5 meilleurs, on les fait pitcher ici, le 2 mars, devant une foule immense et en délire. Alors, en ce qui concerne les outils, vous avez ce lien-là. Je vais le donner à Chérif, je pense qu'il pourra vous le faire passer. bit.ly/nd-tools. Ça vous renvoie vers un Google Doc où j'ai juste listé en fait toutes les ressources dont je vous ai parlé. Donc, vous pouvez vous inscrire facilement. Et dernière chose, alors on a deux personnes des amis de The Family, qui ont créé un super cours en ligne où ils ont fait en fait ce que je vous ai présenté ce soir, mais en allant beaucoup plus loin et en donnant d'autres sources, en étudiant des cas un petit peu plus compliqués ou un petit peu plus limites. Ils ont fait un super MOOC qui recense vraiment, si vous ne savez pas coder en fait, comment vous lancer et comment faire quelque chose malgré tout. Vous pouvez donc aller sur Udemy/4HourStartup. J'ai mis le lien dans le Google Doc, donc vous le retrouverez. Voilà, merci beaucoup. Vous avez mon adresse email en bas et mon Twitter. Pour envoyer vos projets, vous me les envoyez à com@thefamily.co. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.